Dans cette vidéo, je voudrais qu'on s'intéresse à l'informatique et aux communications par mail. Il m'arrive très régulièrement d'échanger avec des établissements, évidemment d'être présent dans les différents services lors d'accompagnement. Et la semaine dernière encore, j'ai vu une IDEC qui a reçu un dossier avec un rapport médical complet d'un résident qui était de retour d'hospitalisation. Elle a pris en photo les différents éléments et via sa messagerie perso en plus, elle a communiqué ces éléments au médecin traitant. Bon, ça n'est pas évidemment un acte malveillant volontaire, mais il est hyper important de savoir que nos messageries traditionnelles, d'autant plus si elles sont utilisées avec des usages perso sur un téléphone, eh bien c'est une faute, c'est formellement interdit. Outlook et Gmail ne sont pas faits pour communiquer des pièces confidentielles. Il existe pour cela un certain nombre d'éléments dans le règlement général sur la protection des données. Il existe aussi des certifications comme des serveurs certifiés HDS, hébergement de données de santé. J'y reviendrai plus tard. Le cadre réglementaire a été renforcé. Les données de santé constituent des données sensibles au sens de l'article 9 du RGPD qui nécessite une protection accrue. Pour les organismes médico-sociaux, cette protection s'articule autour de plusieurs référentiels. La licéité du traitement, c'est-à-dire une base légale claire pour chaque traitement. La minimisation des données collectées qui doivent être strictement nécessaires, l'exactitude des infos régulièrement mises à jour et bien sûr la sécurité avec des mesures techniques, organisationnelles, de sensibilisation et de formation qui sont appropriées. Tout cela a été complété par le référentiel général de sécurité des systèmes d'information de santé. On va commencer par les durées de conservation spécifiques. Les dossiers médicaux, en général, d'après la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, les dossiers médicaux peuvent être conservés 20 ans à compter du dernier séjour ou de la dernière consultation. Les données d'accompagnement social peuvent être conservées 2 ans après le dernier contact avec la personne accompagnée. Les données administratives, selon la nature des documents, peuvent être conservées de 3 à 10 ans généralement. L'obligation de désignation d'un délégué, donc d'un DPO, s'applique systématiquement aux établissements médico-sociaux en raison du traitement régulier et systématique des données de santé. Alors, abordons maintenant la problématique extrêmement critique de la messagerie électronique. Eh bien, partons du principe qu'il y a une interdiction de facto d'utiliser des messageries traditionnelles. Gmail, Outlook standard, Yahoo, pour transmettre les données de santé, c'est juste illégal. Cette interdiction découle de plusieurs obligations. D'abord, l'article 1110-4 du Code de santé publique, obligation légale de sécuriser les échanges contenant des données médicales, et l'article 32 du Règlement général sur la protection des données, obligation de sécurité imposant des mesures techniques appropriées selon le niveau de risque. En 2024, la CNIL a procédé à énormément de contrôles. Les contrôles ont été intensifiés. Il y a eu plusieurs dizaines de sanctions prononcées pour un montant total quand même de 55 millions d'euros. Sachez que l'amende, elle est quand même relativement salée puisqu'elle peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires global. En 2023, par exemple, une clinique a été sanctionnée pour avoir utilisé des messageries non sécurisées afin d'échanger des comptes rendus médicaux qui exposaient les données de plusieurs centaines de patients. C'est quoi les risques? Le premier risque, c'est un risque de piratage et d'interception des communications. Bon, je sais, tout le monde dit tout le temps, non, mais nous, ça nous arrivera pas. Eh bien si, aujourd'hui, les piratages de tous les systèmes, quels qu'ils soient, de communication, de santé, le vol de données, est extrêmement courant. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de cas par an. Qu'il s'agisse d'ordinateurs volés dans les halls des aéroports ou dans les gares, qu'il s'agisse des données de santé et de toute information qu'on peut récupérer sur des serveurs de petites, moyennes ou grosses entreprises, des piratages parfois de nos outils individuels, sachez que ça existe. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste le savoir pour s'en prémunir. Alors à titre individuel, vous allez mettre des mots de passe forts, vous allez mettre des doubles authentifications systématiquement. Il y a plein de petites choses qui sont à faire, mais pour vos établissements, il faut aller un petit peu plus loin. La fuite de données et la divulgation accidentelle existent. J'ai vu des établissements utiliser ChatGPT en version gratuite pour faire des comptes rendus de réunions de synthèse où on expose le nom de la personne accompagnée, le nom de sa famille, le nom des professionnels, etc. Les données ont été enregistrées, récupérées et transférées en texte, puis collées dans ChatGPT pour faire la synthèse. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai expliqué dans une autre vidéo. Il y a une fuite chez ChatGPT et des conversations privées se sont retrouvées indexées sur les moteurs de recherche. Donc tout cela était accessible au grand public. Imaginez la faute.
Il peut y avoir aussi un risque d'accès accidentel, bien sûr, par des tiers, et puis il y a avant tout et surtout une violation du secret médical. Les sanctions de la CNIL, elles portent sur le défaut de sécurisation des échanges, sur l'absence de registre des traitements, le non-respect du droit des personnes et parfois sur un défaut de coopération avec la CNIL. Il existe des renforts de sécurité possibles sur vos messageries Outlook et Google, sous réserve que vous soyez sur des abonnements professionnels. C'est ce qu'on appelle la configuration du chiffrement SMIM. Alors, tout ce que je suis en train de vous dire là, si vous êtes abonné à Ressources et Solutions Médico-Sociales, vous allez dans le bloc Intelligence Artificielle et dans RGPD et Sécurité, vous avez tous les outils, tous les registres, toute la documentation, y compris des tutos pour pouvoir paramétrer tout ça. Le SMIM, le prérequis, c'est d'avoir un certificat valide au format PKCS 12. Il y a des étapes de configuration relativement simples. Je vous invite à faire appel à vos informaticiens pour pouvoir paramétrer ces différents éléments dans Google Workspace ou dans Outlook. Pour ne pas être trop long sur cette vidéo, je voudrais aussi vous parler du stockage sécurisé des données, des obligations et des précautions. Google Drive et Microsoft OneDrive ne sont pas conformes par défaut pour le stockage de données de santé. Il y a plusieurs éléments critiques. Il faut arriver à des niveaux d'abonnement professionnels hauts pour pouvoir être certain et faire le choix en le paramétrant que les données sont conservées en Europe, mais pour autant, cela ne garantit pas, par exemple pour un stockage aux Pays-Bas concernant Google, qu'il n'y aura pas de transfert des données vers les États-Unis. Il faut donc qu'on ait un niveau de certification très haut, avec le choix d'organisations ou d'organismes auxquels vous faites appel, qui sont certifiés ISO 27001 et qui sont aussi certifiés HDS, hébergeurs de données de santé, ce qui est vraiment une garantie extrêmement importante. La certification HDS, elle est obligatoire depuis 2018, donc elle concerne un certain nombre de choses et elle couvre plusieurs activités. Les sites physiques d'hébergement, l'infrastructure matérielle, l'infrastructure virtuelle, la plateforme d'hébergement d'applications, l'administration et l'exploitation du système d'information et informatique et la sauvegarde des données de santé. Les exigences HDS, c'est conformité ISO 27001 et ISO 20000, chiffrement des données de transit et au repos, redondance géographique des infrastructures, traçabilité complète des accès et personnel habilité et formé. On en revient évidemment, on en vient aux solutions sécurisées qui peuvent être recommandées. Il y en a plusieurs. J'ai un collègue qui m'a fait découvrir Xano, que je connaissais pas, xano.com. Donc Xano qui est conforme aujourd'hui. Vous avez, je crois, DocaPost, qui doit être le premier opérateur français. Personnellement, je travaille avec Bluefiles. J'aime beaucoup cette plateforme française. Tout est fait en France. Elle est largement sécurisée et elle va vous permettre de multiples usages. Je vous la présente dans la vidéo suivante. Chez Bluefiles, moi j'ai choisi de faire confiance à Bluefiles. C'est une société française qui est certifiée hébergement de données de santé, qui est certifiée ISO 27001 et qui coûte 90 € par an. Alors oui, je sais, c'est encore un prix, mais 90 € par an, qu'est-ce que c'est au regard des amendes qu'on peut avoir sur du transfert de données non sécurisées? Je vous présente cette solution parce que je la trouve hyper intuitive. J'ai un tableau de bord, j'ai ici la possibilité de créer des transferts, j'ai une page de dépôt. Ma page de dépôt, elle va me permettre de recevoir des documents transmis par d'autres entités. Si je vais du côté de l'administration, par exemple, et des options, j'ai la possibilité sur la sécurité des transferts ici. Vous voyez, soit je permets le partage de contenu par un lien commun. Alors moi, j'utilise ça pour envoyer des données sans éléments confidentiels, ou alors vous pouvez bien évidemment l'interdire. Allez, revenons à la création du transfert. Je vais saisir le titre du transfert, donc je vais l'appeler test transfert. Je vais saisir un message qui va s'appeler test message. Et j'ai un cadenas ici qui apparaît, vous voyez, et qui me dit que je suis chiffré de bout en bout. Et c'est ça qui est intéressant. Je vais ici glisser les dossiers ou les fichiers que je souhaite transférer. Je fais suivant. Il ne me reste plus qu'à à mettre l'adresse de mon destinataire. Vous pouvez, le cas échéant, mettre un accusé de réception. Et lorsque vous avez rentré l'adresse de votre destinataire, vous pouvez jeter un œil aux options de sécurité. Donc, vous pouvez protéger, si vous le souhaitez, l'envoi par mot de passe. Voilà, ce que je ne vais pas faire, clac. Vous pouvez protéger l'envoi par mot de passe et enregistrer par défaut, très bien. Et puis, je peux aussi avoir un message personnalisé dans l'email de notification. Vous avez une option
avancée, je vais y arriver, pardon, une option avancée sur un délai de stockage des éléments transférés, un délai d'alerte d'expiration en nombre de jours. Tout est paramétré correctement dès le départ. Donc, une fois que vous aurez rentré votre adresse mail, vous faites envoyer et votre destinataire, comme par enchantement, reçoit un message l'informant que des données sensibles lui sont communiquées. Il va venir les télécharger et d'un bout à l'autre, tout cela est parfaitement sécurisé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Je rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné à Ressources et Solutions Médico-Sociales, eh bien faites-le, contactez-moi à l'adresse email qui est dans la description du texte, contact@fmr-consulte.fr. Je peux vous proposer une démonstration, des formations sur site ou en ligne concernant le règlement général sur la protection des données, la CNIL et bien sûr sur une utilisation raisonnable et éthique de l'intelligence artificielle au sein des établissements médico-sociaux. Mais dans RSEMS, il n'y a pas que ça. Tous les sujets importants pour vous sont abordés, qu'il s'agisse du circuit du médicament, des RH, du droit des résidents, de l'évaluation des risques, du plan de continuité d'activité. Je décortique pour vous l'actualité, le cadre réglementaire et de recommandations. Je vous mets tout ça de manière très simplifiée en fiches, guides, actions, outils et méthodes et c'est actualisé presque tous les jours. Tout cela pour le prix d'une journée de formation. Votre abonnement, c'est 1 an. 35% de temps administratif gagné. La conformité en plus, eh bien, c'est une sérénité qui n'a pas de prix. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.